Quels sont les meilleurs films de l'année 2025 ? On a compilé nos tops personnels pour faire une liste officielle écran large et encore une fois, il y a un peu de tout. Bonjour à toutes et à tous. Pour beaucoup de gens, la fin de l'année, c'est le moment où c'est autorisé de picoler du champagne à tous les repas et où tous les sujets politiques brûlants de l'année sont débattus, comme par exemple la légitimité du dernier Superman ou est-ce que Avatar, au fond, c'est pas un peu Pocahontas avec des schtroumpfs. Et chez Écran Large, c'est le moment où Alex sort ses tableurs Excel pour compiler tous nos tops personnels de l'année. Il en sort une méga liste de 25 films qui sera disponible sur le site écranlarge.com et les 10 premiers, on leur dédie une petite vidéo où chacun défend ses chouchous. Alors c'est parti avec le numéro 10. Pour ouvrir ce classement, j'ai pour vous un film islandais. Et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de When the Light Breaks. Alors faut savoir qu'Alexandre et moi, on l'a vu à Cannes en 2024. Il est sorti début 2025 en France et pendant tout ce temps-là, il est resté dans notre petit cœur. C'est dire à quel point on a aimé ce film de Runar Runarsson qui débute sur l'histoire d'amour entre Una et Didi. Ce jeune couple se fait une promesse puisque Didi doit quitter son actuel petit ami qu'il n'aime plus depuis longtemps. Mais il n'aura pas le temps de le faire. Au travers d'un travelling envoûtant, mouvement abstrait sur les lumières diffuses d'un tunnel routier, tout bascule. La structure s'écroule et l'accident fait de nombreux morts, dont Didi. De ce concept simple, When the Light Breaks puise son impressionnante pureté. Il est d'abord question d'un traumatisme collectif que le réalisateur capte avec beaucoup de minutie. Au-delà d'Una, tous les amis de Didi se retrouvent à l'hôpital, à tournoyer, à s'enlacer, à se rassurer. Le cinéaste observe un tissu social essentiel, une solidarité dans l'adversité qui ne force jamais une dramatisation outrancière. Cette jeunesse sait s'entourer et se soutenir, afin de mieux ressentir et accepter ce deuil déchirant. Seulement voilà, Clara, la copine officielle de Didi, se greffe au groupe, empêchant Una de pleinement exprimer son chagrin. Émerge de cette douleur silencieuse et de ces non-dits un puissant film de performance. C'est bien simple, When the Light Breaks est une œuvre merveilleuse autour du gros plan. Échelle dont la valeur et la beauté n'avaient pas paru aussi signifiantes depuis longtemps. Et c'est aidé par ce tournage en 16 mm qui ajoute un grain vibrant aux images somptueuses de Runarsson. Petit à petit rattrapé par la douceur de rayons de soleil flamboyants, vraiment une sacrée pépite. En 9ème place, on a un film sorti fin novembre sur Netflix, Train Dreams. On aurait pu passer à côté et ça aurait été dommage vu qu'on est plusieurs à l'avoir beaucoup aimé dans l'équipe, possible même qu'on ait versé quelques larmes. A priori, Train Dreams ne vend pas spécialement du rêve. On y suit la vie d'un homme dans l'Amérique du début du XXe siècle, il coupe des arbres, il travaille sur les chemins de fer, il rencontre une femme, il construit une cabane, il fonde une famille pendant que le monde change autour de lui et se modernise. Vous allez peut-être me dire que ça a l'air chiant dit comme ça, et Mathias derrière la caméra pense d'ailleurs que ce film est très chiant. Mais pour les gens qui ont du cœur et du bon goût, Train Dreams est une petite merveille. Déjà, j'ai trouvé que ce film était absolument magnifique. C'est grâce à la mise en scène du réalisateur Clint Bentley et du directeur de la photo Adolfo Veloso qui ont tourné avec une caméra Alexa 35. Alors je suis pas du tout un obsédé de la technique, mais là j'ai été bluffé par la beauté des images, notamment les crépuscules, les gros plans, les scènes autour du feu et ces visions dingues dans la nuit. Et ce qui est magnifique également, surtout, c'est ce héros ordinaire incarné par un Joel Edgerton qui a rarement été aussi bon. C'est l'histoire d'une vie, mais au fond, c'est l'histoire de la vie en général, avec tout ce qu'elle a de simple, d'absurde, de tragique, d'étrange et de fragile. C'est l'histoire du temps qui passe, qui file entre les doigts, et de la beauté qu'il y a dans le fait que nous sommes de toutes petites choses dans l'immensité du monde. Train Dreams a été pas mal comparé à The Brutalist avec déjà l'excellente actrice Felicity Jones, et Terrence Malick. Alors je suis pas un grand fan de tout ça, donc ne vous arrêtez surtout pas à cette comparaison parce que le film vaut vraiment le coup d'œil. Et en plus, on a une superbe chanson inédite de Nick Cave à la fin, et ça, c'est un très beau cadeau. En 8ème position, on retrouve A House of Dynamite, le nouveau film de Catherine Bigelow, alias la patronne d'Hollywood, qui complète sa quadrilogie officieuse sur la politique et la défense américaine, après Des Mineurs, Zero Dark Thirty et Détroit. Mais House of Dynamite est bien plus radical et terrassant dans son propos autant que sa structure narrative. Tout se joue, ou plutôt tout se perd, en l'espace de 19 minutes, qu'on revit sous 3 angles différents, de sorte à prendre progressivement la mesure de toute la chaîne de commandement à l'œuvre et surtout de l'impuissance de chaque maillon qui la forme, de la responsable de la supervision de la salle de crise de la Maison Blanche
jusqu'à son locataire. C'est donc une défaillance collective et surtout implacable qui nous explose au visage. Car ce n'est pas tant une suite de mauvaises décisions qui condamnent le pays qu'une impossibilité absolue de résoudre la situation, peu importe le niveau de compétence. C'est pourquoi le traitement du président est aussi habile et dans un sens inconfortable. Vu le réalisme du film et son approche presque naturaliste, on peut être tenté de superposer notre réalité à cette fiction. Et le film joue malicieusement avec ce conditionnement, puisque l'arrivée d'Idris Elba et le temps passé à ses côtés oblige à prendre du recul, à lâcher les boucs émissaires et à baisser les doigts qu'on est un peu trop tenté de pointer sur tout le monde. Et c'est cette prise de conscience qui personnellement m'a glacé le sang et qui d'après moi justifie parfaitement cette fin en suspens. Tout est désespéré mais pas déshumanisé, au contraire. Catherine Bigelow et Noah Oppenheim vont chercher les individualités sous les fonctions et protocoles pour en quelque sorte démystifier l'uniforme. En plus, à l'heure où la vérité est falsifiable et où les faits deviennent des opinions, faire de l'ignorance et de l'incertitude les deux moteurs cassés du récit est plus que pertinent. De quoi rappeler aussi que la menace nucléaire et les inquiétudes qu'elle suscite ne sont pas de simples réflexes de Pavlov hérités de la guerre froide, mais ça, l'actualité s'est aussi chargée de nous le remettre en tête. À la 7ème place de ce top, on retrouve The Brutalist. Le film de Brady Corbett a été l'un des plus remarqués et salués de cette année 2025, empochant d'ailleurs 3 Golden Globes et 3 Oscars au fil des cérémonies de récompense. Ce n'est pas forcément un gage de qualité ou d'excellence, mais dans le cas de The Brutalist, on peut dire que ces différents prix étaient plus que mérités. Pour rappel, le film raconte l'histoire d'un architecte juif hongrois qui émigre aux États-Unis en 1947 et se voit confier la construction d'un immense centre culturel, sportif et religieux par un grand magnat. Le début du rêve américain ? Ou d'une fausse bénédiction qui va se transformer en cauchemar. L'enjeu principal de cette épopée magistrale se trouve ici, mais en vérité, le film contient tellement de thématiques passionnantes que ce serait malvenu de le résumer à cette simple interrogation. Avec 3h35 au compteur et un entracte de 15 minutes compris, The Brutalist est un choc absolu de cinéma. À travers son exploration des dérives du capitalisme, des traumatismes de l'Holocauste et de la construction d'une nation, on y retrouve l'atmosphère épique des grandes fresques qu'on ne voit plus vraiment à Hollywood sur l'Amérique, comme il était une fois en Amérique, Les Parrains ou encore There Will Be Blood, en plus d'une réflexion passionnante sur l'art. Et ainsi, grâce à la mise en scène de Brady Corbett, son incroyable scénario coécrit avec sa femme Mona Fassvold, ou son casting en or comme Adrian Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, The Brutalist devient une expérience assez mémorable de cinéma et rare de nos jours. Une œuvre qui prouve qu'on doit à tout prix soutenir le cinéma indépendant et la vision des auteurs, loin des grandes machines hollywoodiennes. Je vous renvoie à ma vidéo consacrée au film si vous n'êtes pas encore convaincu. C'est Noël et vous savez ce que ça veut dire. On a envie de revoir Gremlins, on doit éviter Mariah Carey à tout prix et on a envie de faire des cadeaux et peut-être même de soutenir Écran Large en lui donnant les moyens de continuer à faire plein de super vidéos par exemple. C'est pour ça qu'on lance 2 offres d'abonnement exceptionnelles valables jusqu'au 1er janvier de l'année prochaine. Option 1, vous avez envie de vous abonner depuis des années, vous en rêvez chaque nuit, mais vous avez un petit budget. Dans ce cas, on vous propose un abonnement solidaire de 35 € pour une année. Option 2, vous avez plein d'amour pour Écran Large et en plus vous avez un budget. Dans ce cas, on vous propose plusieurs formules d'abonnement soutien pour nous aider à rester un média libre et indépendant qui fait des critiques, des vidéos, des podcasts et plein de jeux de mots douteux. Et en bonus, vous pourrez participer au choix des prochains sujets qu'on traitera en vidéo. Pour rappel, l'abonnement vous donne accès à des articles exclusifs chaque semaine et également des podcasts. Et vous pouvez aussi faire un don ou offrir un abonnement Écran Large à quelqu'un qui le mérite. Tous les détails sont dans la description de la vidéo, et attention, l'offre spéciale Noël n'est valable que quelques jours parce que paf, dès le 1er janvier, la vraie vie reprend et c'est fini. Donc si vous voulez en profiter, c'est maintenant. À la 6ème position, on retrouve Sirat, film dont on a beaucoup parlé ici et là suite à sa projection au Festival de Cannes, où il a fait forte impression, et moi je trouve que c'est justifié parce que putain, quelle baffe! Difficile de savoir par quel bout prendre ce film qui se veut extrêmement sensoriel, puisqu'on suit un père à la recherche de sa fille, accompagné de son fils qui suit une bande de ravers dans le désert du Maroc entre 2 free parties. Dès le début, la techno mentale de Kang Ding Ray emplit l'espace sonore et entre, par l'intermédiaire de cette merveilleuse invention qui est le caisson de basse, dans le champ visuel. Les paysages désertiques, la techno hypnotique, un carton de LSD, tout n'est plus que de l'ordre de la sensation dans Sirat. Mais Olivier Lacks ne s'arrête pas là, car au fur et à mesure de ce voyage qu'on pourrait croire initiatique, mais en fait pas vraiment, on se rend compte qu'au loin, hors de ce cocon de sensations, il y a une guerre terrible qui se prépare et qui se déroule même. Je pense que ce top, et plus globalement le cinéma occidental en ce moment, se sent comme, un peu comme vous et moi, un peu mal, parce que ça va pas bien. Comme tous ces films-là, Sirat parle in fine de la fin du monde. Et pour moi, c'est celui qui le fait le mieux. Car la fin du monde dans le film, elle est d'abord intime, à l'occasion d'une séquence incroyable de stupéfaction, qui restera gravée dans l'esprit de quiconque a vu le film. Et puis, cette fin du monde, elle finit aussi par pénétrer le désert qui est quasiment fantastique,
pénétrer jusqu'à la musique et l'image elle-même. C'est l'histoire d'un délitement de tout au profit du néant. Et nous, on est là, on est au milieu et on danse comme pour repousser la mort, comme des cons. C'est dur d'en parler succinctement, mais perso ça m'a pris aux tripes et je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. De préférence, utilisez un caisson de basse. Déjà la 5e place. Et sur cet échelon, nous avons placé le film d'horreur Substitution, appelé Bring Her Back en version originale. Les frères Philippou avaient déjà prouvé, avec La Main, qu'ils n'étaient pas là pour rigoler et que la cruauté serait leur credo de tout nouveau réalisateur de films d'horreur. Avec Substitution, le duo est passé à la vitesse supérieure en livrant un film plus ambitieux, plus sophistiqué et encore plus malsain. Plus foisonnant aussi, parfois à son détriment, tant toutes les idées du film et les enjeux qui en découlent se parasitent parfois un peu. Mais le nombre d'images et de séquences d'angoisse pure qui en résultent vaut clairement le coup. Les films d'horreur aussi bien distribués qui osent taper aussi fort dans les images et les situations dérangeantes, ça court pas les rues. Les Philippou refusent d'emblée l'hypothèse d'un cinéma trop lisse et explorent, dès cette deuxième réalisation, des possibilités de mise en scène absolument brillantes. Et je pense notamment, quand je dis ça, à la façon dont le point de vue de la jeune adolescente malvoyante, incarnée par Sora Wong, est représenté à travers des jeux de lumière et de flou à la caméra pour réellement embrasser son point de vue et le faire communiquer avec le reste du film. Niveau casting, on est aussi sur du très haut niveau, et Sally Hawkins est notamment parfaite dans son rôle à contre-emploi de mère adoptive complètement jetée et perverse. Si 2025 a été plutôt une grande année pour l'horreur, avec pas mal de productions très originales, Substitution se place sans conteste dans le haut du panier, et on ne peut qu'avoir très hâte de voir ce que les frères Philippou feront par la suite. À la 4e place de ce classement, nous retrouvons ni plus ni moins que mon film préféré de l'année et de loin. Je vous parle évidemment de The Ugly Stepsister, premier long métrage de la réalisatrice norvégienne Emilie Blichfeldt, et réécriture horrifique de Cendrillon. Tout comme Blanche-Neige et La Belle au bois dormant, Cendrillon fait partie de ces contes traditionnels dont il existe des versions particulièrement cruelles, comme celle des frères Grimm par exemple, que les adaptations édulcorées de Disney ont eu tendance à faire un petit peu oublier. C'est la violence extrême de ces vieilles versions que Emilie Blichfeldt est allée chercher pour son premier long métrage qui n'a rien à envier au body horror de Cronenberg ou de Coralie Farja. Mais ce retour aux sources sert à moderniser radicalement le conte et à en retourner la morale avec un esprit particulièrement mordant. Qui pourrait rêver après tout de vivre dans un conte de fées où l'existence même des femmes est suspendue au désir que les hommes éprouvent pour elles? Toute ressemblance avec les réalités ne serait pas fortuite. Mais au-delà du pamphlet féministe, Blichfeldt s'applique aussi à livrer un film formellement génial, à la mise en scène magnifique et à la photographie digne de l'œuvre de Vermeer. Le plan que je retiens peut-être le plus du film et qui résume toute sa note d'intention, c'est celui qui reproduit une nature morte en filmant une table couverte d'un superbe buffet, mais qui est en fait bourré de plats et de trucs absolument dégueux à base de verre, d'asticots et de morceaux de chair en décomposition. Non mais je vous promets, c'est un film superbe, croyez-moi sur parole. En 3e position, on a mis Résurrection, le nouveau long métrage du réalisateur chinois Bi Gan, et j'en suis la première surprise parce que ce n'est pas du tout un film que j'attendais, n'étant pas particulièrement familière du cinéaste. En fait, je l'ai découvert par hasard parce qu'Alex m'a proposé de l'accompagner et j'ai eu bien raison de combattre ma flemme de fin de journée parce que c'était une expérience de cinéma comme je n'en avais pas vécu depuis un moment. Il y aurait plein de façons de décrire cette œuvre et même si ça a tout d'une formule empoulée, je dirais que c'est un rêve éveillé de 2h40 et une fresque d'une ambition démesurée, aussi bien dans la narration que la technique, chacune se mettant d'ailleurs entièrement au service de l'autre. Bon, je vous mentirais en disant que c'est très accessible comme proposition ou parfaitement confortable. Au contraire, c'est labyrinthique, souvent déroutant, mais toujours d'une beauté virtuose et d'une puissance rare. L'histoire confond les temporalités, déforme le temps et l'espace et coupe ses propres fils conducteurs. Et tout ça se double en plus d'une expérience sensorielle envoûtante, puisque chaque partie est articulée autour d'un de nos 5 sens, de sorte à balayer un siècle d'histoire, de techniques, de genres et d'influences. On peut donc dire, et sans que ce soit galvaudé cette fois, que c'est un fantasme absolu de cinéma et une lettre d'amour au 7e art. Il faut aussi noter que le réalisateur a seulement 36 ans, c'est son 3e long métrage et il s'impose déjà comme un artiste visionnaire qui excelle dans l'expérimentation et l'utilisation de toutes les spécificités du médium pour le transcender. Bref, qu'on l'aime ou pas, qu'on le trouve trop ou pas assez, l'expérience vaut largement le détour. Et puis juste, soyez curieux et curieuses, quand il s'agit de cinéma, ça ne peut jamais être un vilain défaut.
À la deuxième place de ce top, voici Une bataille après l'autre, soit le meilleur film de l'année pour moi, mais la démocratie en a décidé autrement au sein de la rédac. Paul Thomas Anderson a encore frappé et peut-être même plus et mieux que prévu avec Une bataille après l'autre, adaptation très libre du Vinland de Thomas Pynchon. Son histoire de révolutionnaire à l'époque reaganienne des années 80 est transposée ici dans celle trumpiste des années 2020 et le résultat est mémorable. Paul Thomas Anderson offre un mélange savant entre un drame familial, un road movie, un film d'action, une comédie absurde et une satire politique, le tout sur fond de lutte face à la fascisation de l'Amérique contemporaine. C'était un pari ultra casse-gueule pour un film aussi cher, 150 millions de dollars de budget a priori, mais franchement c'est un vrai tour de force où l'ampleur des blockbusters grand public s'allie brillamment à la patte d'un immense auteur, preuve que le cinéma peut encore être politique et spectaculaire. Entre la virtuosité absolue de la mise en scène de Paul Thomas Anderson, le casting absolument phénoménal, que ce soit les cadors comme Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Sean Penn, l'étoile montante Teyana Taylor, ou la révélation Chase Infinity, ou tout simplement le rythme parfait du récit, épousant le mouvement de ses personnages et de leurs actions à tout moment, Une bataille après l'autre est complètement fou. C'est un des films qui m'a ému aux larmes personnellement, notamment dans son climax final, avec sa course-poursuite et son dénouement déchirant lors de retrouvailles où la méfiance et la colère se muent en guérison filiale bouleversante. J'ai même trouvé que cette scène, que je ne spoilerai pas plus que ça ici, était une sorte de parfait contre-pied du twist le plus célèbre des films Star Wars. Et comme la saga a été une vraie source d'inspiration pour Une bataille après l'autre, si l'on en croit Paul Thomas Anderson et Leonardo DiCaprio, je ne serais pas étonné que ce soit volontaire. Bref, c'était un des grands moments de cinéma de 2025, voire un des meilleurs de cette dernière décennie, et même s'il n'est pas premier de notre top, ça ne lui enlèvera pas sa maestria. Avant de vous révéler notre film de l'année, quelques mentions spéciales avec les films qui ont frôlé les portes du classement. Déjà, l'un de mes chouchous de l'année, Valeurs sentimentales, le nouveau film de Joachim Trier et son exploration à travers une maison, des relations familiales compliquées entre un père et ses deux filles. On adorait déjà la densité du cinéma de Joachim Trier, notamment avec son merveilleux Julie en 12 chapitres, mais alors là, il franchit un nouveau cap bouleversant sur ce concept de foyer perçu comme un chaos fragile. Je pourrais également m'attarder sur 28 ans plus tard, qui a pas mal conquis Judith et Mathieu pour ses audaces narratives et stylistiques qui arrivent vraiment à renouveler les idées des deux premiers volets de la saga zombiesque initiée et maintenant reprise par Danny Boyle. Et perso, moi, le rig à 15 téléphones pour faire des killcams de jeux de tir, c'est ultra validé. Même si on a cité d'autres grandes réussites de Netflix cette année, on a aussi adoré le Frankenstein de Guillermo del Toro, soit l'un des récits fondamentaux de son art qui a infusé tous ses autres films et sur lequel il aurait pu se casser les dents. Mais à travers ce film presque définitif du style del Toro, il pousse dans ses retranchements son rapport à l'enfantement comme ultime monstruosité. La naissance, c'est la passation et la contamination inévitable des erreurs et des traumatismes, une atteinte à la pureté des rêves du nouveau-né déjà à l'œuvre dans son merveilleux Pinocchio. Une page se tourne avec ce film-là, et c'est magnifique. Et enfin, je conclurai avec mon numéro 1, le documentaire Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sepideh Farsi, dans lequel la réalisatrice d'origine iranienne entretient une correspondance vidéo avec la photojournaliste gazaoui Fatima Assouna. Il aurait dû être ce portrait plein de vie d'une jeune femme extraordinaire, résistant à son invisibilisation. Mais le 16 avril 2025, soit le lendemain de l'annonce du film à la sélection de l'Acide pendant le festival de Cannes, Fatima Assouna a été tuée, ainsi que 10 membres de sa famille, lors d'un bombardement israélien sur sa maison. Put Your Soul on Your Hand and Walk devient, malgré lui, un film de fantôme, un film hanté par les victimes de Gaza, et il est évident que l'émotion qui nous prend en regardant le film est aussi conditionnée par ce contexte. Mais je pense aussi qu'on a beaucoup trop vite nié la qualité de son dispositif documentaire, où Sepideh Farsi insiste sur les multiples barrières qui entravent ses appels avec Fatima, à commencer par l'instabilité de la connexion internet. Ce film, c'est le reflet d'une lutte concrète, d'une humanité face à sa déréalisation et sa réification, et qui se pose des questions sur l'acte même de filmer à l'heure d'une défaillance globale des médias face à l'horreur de Gaza. Et cette réflexion, d'autres films importants l'ont partagée cette année, à l'instar de Oui de Nadav Lapid, pour le coup une fiction, mais dont les images en sur-régime interrogent à leur manière l'angle mort de la représentation. En fait, elle a vraiment été riche cette année de cinéma. Et en première place, on retrouve un film qui n'a pas fait l'unanimité, comme on l'a vu dans les commentaires sur le site Écran Large, ou même au sein de l'équipe d'Écran Large. Mais c'était mon top 1, donc je suis content, c'est Life of Chuck. Oui, ce film passait relativement inaperçu au cinéma en juin,
et qui s'est vautré au box-office alors qu'il semblait né sous une bonne étoile. C'est une adaptation de Stephen King, et oui, en anglais Stephen se prononce Steven, c'est sûr et certain, je vous le dis. C'est réalisé par Mike Flanagan, qui s'y connaît en Stephen King puisqu'il a déjà adapté Jessie, Dr. Sleep et bientôt Carrie en série, et c'est bien sûr lui qui a fait les super séries Netflix The Haunting of Hill House, Bly Manor et Midnight Mass, et on a un très joli casting avec notamment Tom Hiddleston, Karen Gillan ou encore Mark Hamill. Si vous ne savez pas du tout de quoi parle Life of Chuck, tant mieux, et je ne vais rien vous raconter, parce que c'est justement ça sa grande force. Quand j'ai été le découvrir en projection, je ne savais à peu près rien du film, et ça a été magique. Il m'a accueilli dès le départ de la plus belle des manières. Le début est tellement beau, tellement étrange, que j'ai eu l'impression de monter à bord d'un train déjà lancé à toute vitesse à travers les étoiles et de me prendre dans la tronche toutes les émotions de tout un film, alors que j'étais devant l'écran depuis 10 minutes. Cela dit, c'est peut-être ça le plus grand défaut du film, qui commence tellement fort que la suite ne pourra jamais vraiment faire mieux. Et je sais aussi qu'on a reproché plein de choses à Life of Chuck. De tourner en rond, de traîner en longueur, de reposer sur un faux mystère, alors que pour moi ce n'est pas du tout un film à twist, l'intérêt n'est pas du tout à ce niveau. Bref, on sait que ce top 1 ne fera pas l'unanimité, mais c'est pas grave, parce qu'il repose sur la chose la plus simple et saine au monde. L'émotion est l'expérience purement personnelle et intime qu'on peut vivre devant un film. On est plusieurs dans l'équipe à avoir eu le cœur retourné par ce voyage au-delà du réel, qui parle du très très grand pour raconter le tout petit, et c'est tout ce qu'on peut espérer quand on va dans une salle de cinéma et que la lumière s'éteint. Donc si vous ne l'avez pas déjà vu, on vous le recommande, mais vraiment, ne lisez rien avant. Et voilà, c'est tout pour nous, et si votre favori n'a pas été cité, je vous invite à aller voir le top 25 sur le site, beaucoup plus fourni et où nos désaccords apparaîtront plus franchement, et s'il n'est pas cité dans le top 25, c'est que vous avez des good shots. Sinon, je vous souhaite une bonne fin d'année, et on se retrouve l'année prochaine pour plus de cinéma, de fans pas contents, et de jeux de mots douteux. Et si on vous manque d'ici là, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Antoine sur Avatar 3, qui n'est pas dans le top, c'est bizarre, mais il l'aime quand même beaucoup. Salut!